Mon père m'envoie, on coupe les ponts. Ne reviens plus. Ma sœur aînée réagit avec un cœur. Ma réponse, je m'être retire de tous vos prêts demain. Leur harcèlement a alors commencé. Je m'appelle Alix, j'ai 29 ans. Et jusqu'à ce moment précis, au milieu du chaos habituel de mon travail, je pensais que j'avais une famille. Dysfonctionnelle? Oh, oui. Compliquée. C'est le moins qu'on puisse dire. Mais une famille quand même. Je travaille comme analyste de données dans une grande tour du quartier de la Pardieu, à Lyon. La salle de pause était impersonnelle, éclairée par des néons qui grésillaient. L'odeur du café filtre éventé flottait dans l'air. Mon téléphone s'est allumé. Le nom de mon père, Gérard, est apparu. Mon cœur s'est serré, comme toujours. Un appel de mon père en pleine journée signifiait une seule chose, une nouvelle crise. Une facture imprévue. Une panne de voiture. Mais ce n'était pas un appel. C'était un message. Un seul. On coupe les ponts. Ne reviens plus jamais. Je l'ai lu. Une fois. 2 fois. 10 fois. Les mots ne semblaient pas s'assembler. On coupe les ponts. Jamais. Le sandwich que je venais d'acheter, un de ces triangles industriels sans goût, est resté en suspens dans ma main. Il n'y avait pas d'explication. Pas d'avertissement. Juste cette phrase, froide, clinique, comme une porte de prison qui se ferme. 5 minutes plus tard, alors que je fixais encore l'écran, le sang battant dans mes oreilles si fort qu'il couvrait le bruit des néons, une autre notification est apparue. Sur le même message. Ma sœur aînée, Amandine. Elle venait de réagir. Avec un cœur. Un cœur. Rouge. Vif. Un cœur sur la phrase qui venait de m'exécuter. Le sandwich est tombé de ma main. Je n'ai même pas ressenti de colère. Pas tout de suite. Juste un engourdissement total, glacial. Le genre de silence cotonneux qui s'installe après une explosion, quand vos oreilles sifflent et que vous ne comprenez pas encore que vous êtes blessé. Et puis, la raison m'est revenue, comme un flash aveuglant. La réunion de famille. La semaine dernière. Ce n'était pas une réunion, c'était une embuscade. Il m'avait convoqué pour discuter de la nouvelle voiture de ma mère. J'étais arrivée, fatiguée après une grosse semaine de travail. Et j'avais dit non. J'avais dit non, parce que j'avais enfin annoncé mes propres plans. J'avais annoncé que j'allais utiliser mes économies, l'argent que je mettais de côté depuis 3 ans, pour payer une certification professionnelle en data science. Et j'avais annoncé que j'allais enfin, à 29 ans, emménager avec mon petit ami, Bastien. Leur visage. Je m'en souviens maintenant. Le choc. L'incrédulité. Puis la colère froide. Mon argent n'allait plus à eux. Il allait à moi. Depuis mes 20 ans, j'étais leur pilier. C'est le mot que mon père avait utilisé. Le jour de mes 20 ans, il m'avait emmené déjeuner et m'avait demandé, les larmes aux yeux, de me porter co-signataire pour le prêt de sa nouvelle entreprise, une boutique de fleurs. J'avais été si fière. Moi, le pilier. Ce que je n'avais pas compris, c'est qu'un pilier ne vit pas. Il ne bouge pas. Il soutient le poids des autres jusqu'à ce qu'il s'effondre. Ce prêt a été le premier. Il y a eu la voiture de ma mère pour rétablir son crédit. Les factures d'électricité que je payais en secret, juste pour ce mois-ci, tous les mois. Les petits prêts pour Amandine qui n'étaient jamais remboursés. Je n'étais pas leur fille. J'étais leur score de crédit humain. Leur plan de sauvetage. Et aujourd'hui, parce que j'avais osé dire non, le pilier était devenu l'ennemi. Le cœur d'Amandine, l'enfant en or, qui n'avait jamais eu à se soucier de l'argent parce que j'étais là, ce cœur était la confirmation finale. C'était un verdict de groupe. J'étais bannie. J'ai regardé l'écran. Ils pensaient m'avoir punie. Ils pensaient m'avoir détruite. Ils avaient sous-estimé une chose. La détermination d'une femme qui n'a plus rien à perdre. Musique d'introduction dramatique qui s'intensifie puis s'adoucit. Bonjour à tous, et merci de me rejoindre pour cette histoire. Ce que vous venez d'entendre, ce n'est que le début. C'est le moment où ma vie a basculé.
L'histoire de la façon dont ma famille m'a banni, et comment, au lieu de m'effondrer, j'ai décidé de transformer leur trahison en ma plus grande libération. Avant de plonger dans les détails de cette bataille familiale, une bataille qui m'a menée dans les banques, chez les avocats, et jusqu'aux portes de mon propre lieu de travail, j'aimerais savoir d'où vous m'écoutez. Dites-moi dans les commentaires depuis quelle ville ou quel pays vous êtes connecté en ce moment. Quelle heure est-il chez vous? J'adore voir à quel point notre communauté est mondiale et connectée, même au milieu de nos propres drames. Maintenant, reprenons là où tout a commencé. Dans cette salle de pause. Il était 13h20. Ils avaient tiré les premiers. Ils ne s'attendaient pas à ma réponse. Je suis restée assise dans cette salle de pause pendant ce qui m'a semblé être 1 heure. C'était probablement 10 minutes. Le bourdonnement du distributeur automatique à côté de moi était la seule chose que j'entendais. J'aurais dû pleurer. J'aurais dû hurler, appeler ma mère, Sylviane, pour lui demander « Pourquoi ?» Mais à quoi bon? Le message était clair. Le cœur d'Amandine était la signature en bas du contrat. Alors, j'ai fait quelque chose qu'il n'avait jamais anticipé. J'ai arrêté d'être la victime. J'ai arrêté d'être Alix, le pilier. J'ai pris mon téléphone. Mes doigts ne tremblaient plus. Ils étaient froids, stables. J'ai ouvert le groupe de discussion familiale. Le message de mon père était là, trônant au-dessus des félicitations habituelles pour Amandine et de ses photos de vacances. J'ai tapé une seule phrase. Une phrase qui est venue du plus profond de moi, d'un endroit que j'ignorais exister. Parfait. Je retire mon nom de tous les prêts des deux mains. J'ai appuyé sur « Envoyer ». Pendant 3 secondes, il y a eu un silence numérique. Le temps que leur cerveau traite l'information. Et puis, l'apocalypse. Mon téléphone s'est mis à vibrer sur la table en formica. Il ne vibrait pas, il convulsait. Il faisait un bruit de marteau-piqueur. Les notifications affluaient. Ma mère, Sylviane, comment oses-tu nous faire cesser d'IA? Après tout ce qu'on a fait pour toi? Tu es malade. Mon père, Gérard, tu es une ingrate. Tu ne comprends pas ce que tu fais. Tu vas nous détruire. Annule ça immédiatement. Puis Amandine, ma sœur chérie, tu as toujours aimé le drame, Alix. C'est pathétique. Tu vas ruiner cette famille juste parce que tu n'as pas eu ce que tu voulais. Tu es cruel. Cruel. Moi. Leur panique était si soudaine, si transparente, qu'elle m'a presque fait rire. Ils n'avaient pas peur de me perdre. Ils avaient peur de perdre leur garantie bancaire. L'argent. Tout revenait toujours à l'argent. Je n'ai pas répondu. J'ai attrapé mon sac, j'ai jeté le sandwich que j'avais fait tomber, et je suis retournée à mon bureau. J'ai travaillé le reste de l'après-midi dans un brouillard de concentration intense. J'ai répondu à des emails sur des analyses de données, j'ai participé à une réunion sur les prévisions trimestrielles. Et pendant tout ce temps, mon téléphone vibrait en silence dans mon sac, une bête enragée dans une cage. Ce soir-là, je ne suis pas rentrée chez moi tout de suite. Je suis allée dans une papeterie. J'ai acheté 3 grands classeurs à levier. Des intercalaires. Des pochettes plastiques. Et un paquet de surligneurs. Une fois arrivé dans mon petit appartement, celui que je payais seul, bien sûr je n'ai pas allumé la télé. Je n'ai pas mangé. J'ai vidé toutes mes armoires. Tous mes tiroirs. J'ai tout sorti. Les contrats de prêt. Les relevés de compte commun. Les factures d'assurance de la voiture de ma mère. Des emails vieux de 10 ans où mon père me promettait de me rembourser le mois prochain. Au milieu de cette pile de trahison en format A4, j'ai trouvé une vieille boîte à chaussures. À l'intérieur, il y avait des photos de lycée. Et une carte. Une carte d'anniversaire qu'Amandine m'avait offerte pour mes 18 ans. Sur la couverture, il y avait écrit à la main, avec son écriture ronde, « À la meilleure des sœurs du monde ». J'ai tenu ce morceau de carton. Et c'est là, seule dans mon salon entouré de paperasse, que j'ai failli craquer. Une vague de culpabilité immense m'a submergée. Est-ce que j'allais trop loin? C'était ma famille. Ma seule famille. La petite fille en moi voulait juste que tout redevienne comme avant. Mais comme avant comment? Comme avant,
quand je devais mentir à mes amis sur pourquoi je ne sortais jamais? Comme avant, quand je devais vérifier mon compte en banque avec angoisse avant d'acheter un simple café? J'ai reposé la carte. J'ai attrapé le dossier du prêt pour la boutique de fleurs de mon père. J'ai regardé le montant que je remboursais chaque mois. Un montant qui m'avait empêché de partir en vacances avec Bastien l'été dernier. La culpabilité s'est évaporée. Elle a été remplacée par une colère froide, une colère pure. Une colère juste. J'ai rangé la carte d'Amandine au fond d'un tiroir. La fille qui l'avait reçue, cette meilleure des sœurs, naïve, était morte aujourd'hui, à 13h12, dans une salle de pause anonyme. Celle qui restait était une comptable. Et elle allait faire les comptes. Le lendemain matin, je me suis réveillée avant mon réveil. Je n'avais pas dormi. J'avais passé la nuit à trier, classer, surligner. Je me suis habillée avec un soin méticuleux. Pas une robe, non. J'ai sorti mon armure, un tailleur pantalon gris anthracite que je gardais pour les présentations importantes. J'ai attaché mes cheveux en un chignon strict, serré. Pas une mèche ne devait dépasser. Je ne devais montrer aucune faiblesse, aucune émotion. Je suis arrivée à l'agence principale de ma banque, dans le centre de Lyon, sur la presqu'île, 10 minutes avant l'ouverture. J'avais pris rendez-vous la veille avec un conseiller financier senior, Monsieur Dubois. Quand il m'a reçu dans son bureau vitré, il avait l'air poli mais sceptique. Un rendez-vous d'urgence un mercredi matin. Bonjour madame, Alix. Vous m'avez dit au téléphone vouloir revoir vos engagements financiers? De quoi s'agit-il exactement? Un rachat de crédit? Je n'ai pas dit un mot. J'ai posé les 3 classeurs sur son bureau. Le bruit sourd a fait écho dans le silence feutré. Je veux commencer par ça. Il a froncé les sourcils. Il a ouvert le premier classeur, prêt commercial, Gérard L. Ses yeux ont parcouru les lignes. Il a ouvert le deuxième, prêt auto, Sylviane L. Son expression est passée de la politesse professionnelle à l'incrédulité. Madame, a-t-il dit en relevant la tête, sa voix soudain plus basse. Vous êtes garante pour, mon Dieu, vous êtes co-signataire pour plus de 80 000 euros. 80 000 euros. Le prix de ma loyauté. Le prix de mon silence. Le prix pour être le pilier. L'entendre à voix haute m'a donné le vertige, mais j'ai tenu bon. Je sais, ai-je répondu, ma voix étonnamment stable. Et je veux me retirer de tout. Absolument tout. Aujourd'hui. Il a secoué la tête, l'air gêné. Madame, ce n'est pas si simple. Pour le prêt commercial, vous êtes co-signataire solidaire. Pour la voiture, le contrat est à votre nom. Légalement. Je sais, je l'ai interrompu, en faisant glisser le 3e classeur vers lui. Classeur 3. Preuves et correspondance. Vous y trouverez les copies de tous les emails où mon père atteste que c'est son prêt, et non le mien. Les relevés bancaires montrant que les fonds ont été transférés directement sur son compte professionnel, jamais sur le mien. Pour la voiture, voici la preuve d'assurance, qui est à leur adresse, et un document signé d'eux attestant qu'ils sont les conducteurs exclusifs et responsables de l'entretien. Je veux initier une procédure de désolidarisation pour chaque ligne de crédit. Immédiatement. Je suis consciente que cela signifie qu'ils devront refinancer l'intégralité, et je suis parfaitement à l'aise avec ça. Il m'a regardé, vraiment regardé cette fois. Il a vu que je n'étais pas une fille en pleurs. J'étais une analyste avec un dossier. D'accord, a-t-il dit lentement, en attrapant des formulaires. Je vais lancer les demandes. La banque va devoir les contacter immédiatement pour qu'ils refinancent l'intégralité de ces prêts sous leur propre nom. S'ils ne le peuvent pas. C'est leur problème, ai-je dit. Plus le mien. Je suis sortie de la banque 1 heure plus tard. L'air frais de la place Bellecour m'a fouetté le visage. Mes jambes tremblaient, mais je marchais la tête haute. J'avais l'impression d'avoir perdu 50 kilos. Je suis arrivée au bureau à 10h30, prête à affronter ma journée. Mais ma famille n'avait pas dit son dernier mot. À 11h, l'interphone de mon bureau a sonné. La voix de la réceptionniste était tendue. « Alix ? Il y a une femme qui demande à te voir. Une certaine Sylviane. Elle dit que c'est ta mère. Elle n'a pas l'air,
contente. Mon sang s'est glacé. Au travail. Elle était venue à mon travail. Je suis descendue au hall d'entrée. Et elle était là. Ma mère. Dans son beau manteau beige, son sac de marque à la main. Elle n'avait pas l'air d'une mère inquiète. Elle avait l'air d'une prédatrice. Alix, a-t-elle sifflé en m'attrapant le bras, sa poigne étonnamment forte. Tu vas annuler ça tout de suite. Je ne sais pas de quoi tu parles, ai-je menti, essayant de me dégager, sentant les regards des autres employés dans le hall. Aussi, tu sais. Sa voix commençait à monter. La banque a appelé ton père. Ils exigent un refinancement. Tu es en train de nous détruire. Après tout ce qu'on a fait pour toi. C'est vous qui avez commencé, ai-je chuchoté, mortifiée. Elle a changé de tactique. Elle a sorti une liasse de papier de son sac. J'ai parlé à un avocat ce matin, Alix. Tu crois que tu peux t'en tirer comme ça? Tu as signé. Tu es légalement responsable. Si tu nous fais tomber, tu tombes avec nous. L'avocat a dit qu'il y avait des recours. Pense à ta carrière, chérie. Le mot « chérie » était une insulte. Une menace. Je l'ai regardé. J'ai regardé cette femme qui m'avait mise au monde et qui menaçait maintenant de détruire ma vie professionnelle pour sauver la sienne. Nous n'avons plus rien à nous dire. Je me suis retournée et je suis partie, ignorant ses appels dans mon dos. Alix. Reviens ici. Alix. En retournant à mon bureau, j'ai dû m'enfermer aux toilettes pendant 5 minutes. Non pas pour pleurer. Mais pour contrôler les tremblements incontrôlables de mes mains. La bataille venait de commencer. Et ma mère n'était que l'éclaireur. J'ai essayé de me reconcentrer. J'ai fixé mon écran, les chiffres dansaient devant mes yeux. L'adrénaline de la confrontation avec ma mère se dissipait, laissant place à une peur froide. Elle avait menacé ma carrière. C'était une ligne qu'elle n'avait jamais franchie auparavant. Pendant 2 jours, le silence. Un silence assourdissant, lourd de menaces. Je savais qu'ils n'abandonneraient pas. Le coup de fil de la banque avait déclenché le compte à rebours. Ils étaient désespérés. Et une famille désespérée est capable de tout. Je me suis plongée dans le travail, faisant des heures supplémentaires. Je devais prouver, peut-être à moi-même, que j'étais professionnelle, que j'étais stable. Et puis, le vendredi après-midi, le coup est arrivé. Pas par téléphone. Pas en personne. D'une manière bien plus insidieuse. J'ai été convoquée dans le bureau de ma responsable, Madame Renaud. C'est une femme juste, une femme que je respecte énormément, mais elle est aussi intense et ne tolère pas les complications. Quand je suis entrée, elle n'a pas souri. L'atmosphère était glaciale. Asseyez-vous, Alix. J'ai reçu un email vous concernant. Et il est extrêmement préoccupant. Mon cœur a raté un battement. Un email? De qui? Elle a tourné son écran d'ordinateur vers moi. Anonyme. L'expéditeur prétend être une collègue inquiète. J'ai commencé à lire. Le texte était un chef-d'œuvre de diffamation. Il ne me nommait pas directement au début, parlant d'une employée dans mon service. Il exprimait une profonde inquiétude quant à ma stabilité mentale récente. Il disait que je traversais une crise personnelle grave et que je prenais des décisions impulsives et irrationnelles qui pourraient mettre en péril les comptes clients. Il mentionnait m'avoir vu en larmes aux toilettes, la fois où je tremblais de rage après la visite de ma mère, et passer des appels personnels tendus. Et puis, la phrase qui a signé l'identité de l'auteur, comme une empreinte digitale ensanglantée. Alix a toujours été une personne trop sensible, et nous craignons, pour son bien et celui de l'entreprise, qu'elle ne soit pas capable de gérer la pression de ses nouvelles responsabilités. Trop sensible. C'était le mot d'Amandine. Le mot qu'elle avait utilisé toute ma vie pour invalider mes sentiments. Quand je pleurais parce qu'elle m'avait insulté, j'étais trop sensible. Quand je m'énervais parce qu'elle avait emprunté et ruiné mon pull préféré, j'étais trop sensible. Ma propre sœur. Elle n'avait pas seulement applaudi à mon bannissement. Elle n'avait pas seulement hurlé dans les messages. Elle avait activement, froidement et anonymement essayé de me faire perdre mon travail. Mon indépendance.
Ma seule porte de sortie. J'ai relevé la tête. Je sentais le sang quitter mon visage. Madame Renaud, ai-je commencé, ma voix horriblement calme, ce que vous lisez est une attaque personnelle, malveillante et diffamatoire. Et je sais exactement qui l'a écrite. J'ai dû faire le choix le plus difficile de ma vie. Tout révéler et avoir l'air d'une employée à problème, ou me taire et avoir l'air coupable. J'ai pris une grande inspiration. Je traverse un conflit familial, ai-je dit, en choisissant mes mots avec soin. C'est hostile. C'est laid. Ma famille tente de m'intimider financièrement. Comme je refuse de céder, ils ont recours à ça. J'ai expliqué que j'avais coupé les ponts pour des raisons de manipulation financière grave, et que j'avais des preuves de tout ce que j'avançais. J'ai gardé les détails sordides pour moi, mais j'ai été ferme. Cette phrase, trop sensible, est la signature de ma sœur. C'est une tentative délibérée de saboter ma carrière parce qu'elle ne peut plus contrôler ma vie personnelle. Ma responsable m'a longuement observé. Je pouvais voir les rouages tourner dans sa tête. Était-ce la vérité, ou le délire d'une femme instable? Alix, dit-elle enfin, vous êtes l'une de mes meilleures analystes. Votre travail a toujours été irréprochable. Je vais donc choisir de croire que ceci est, comme vous le dites, une attaque malveillante. J'ai failli pleurer de soulagement. Mais, a-t-elle ajouté, et son regard s'est durci, je vous le dis franchement, réglez cette situation. Je dirige une équipe. Je ne veux pas que ce drame, quel qu'il soit, affecte l'équipe ou nos clients. Est-ce que c'est clair? Parfaitement clair, madame, ai-je promis, la gorge nouée. Sérieusement? Que auriez-vous fait à ma place? Tenter de me faire renvoyer? C'est impardonnable. C'est une trahison à un niveau que je ne peux même pas commencer à comprendre. Dites-moi dans les commentaires, s'il vous plaît, comment vous auriez réagi face à une telle trahison de la part de votre propre sœur. C'est monstrueux. Je suis sortie de son bureau, me sentant à la fois soulagée et violée. Amandine n'avait pas réussi à me faire virer. Mais elle avait réussi. Elle avait planté une graine de doute dans l'esprit de ma direction. Je n'étais plus l'analyste fiable. J'étais l'analyste avec des problèmes familiaux. Et cette graine était du poison. Je savais que je devais agir vite, car elle ne s'arrêterait pas là. Cette trahison-là, celle de l'email, était différente de toutes les autres. Ce n'était pas un cri de colère dans un groupe de discussion. C'était une attaque calculée, froide, destinée à me briser les genoux, à m'enlever la seule chose qu'il n'avait jamais pu toucher, ma compétence professionnelle, mon indépendance. Je ne pouvais plus rester seule. Je ne me sentais plus en sécurité dans mon propre appartement. Et si elle venait là-bas? Et si ma mère revenait? J'ai appelé Bastien, et pour la première fois depuis le début de cette épreuve, j'ai craqué. Les larmes que j'avais retenues depuis mardi sont sorties dans un flot incontrôlable. Elle a essayé de me faire virer, bah. J'arrive. Il n'a pas dit un mot de plus. 30 minutes plus tard, il était à ma porte. Il m'a trouvée assise par terre, au milieu de mon salon, le téléphone à la main. Il ne m'a pas posé de questions. Il m'a juste prise dans ses bras et m'a laissé pleurer. Viens chez moi, m'a-t-il dit, après un long moment. Prends ce dont tu as besoin pour quelques jours. On va régler ça. Tu n'es plus seule là-dedans. Je suis allée chez lui, dans son appartement de l'autre côté de la ville, près de la Saône, me sentant comme une réfugiée. J'ai emporté mon ordinateur portable, les classeurs de preuves, et assez de vêtements pour tenir une semaine. Bastien a été incroyable. Il m'a préparé du thé, m'a écouté raconter l'email, mot pour mot, et sa colère était froide et silencieuse. Il m'a cru. Mais la folie de ma famille ne respectait pas les frontières. Le soir même, nous étions en train de dîner. Des pâtes simples. Nous n'avions parlé de rien d'important, essayant de retrouver un semblant de normalité. Et puis, quelqu'un a sonné. Ce n'était pas une sonnerie polie. C'était une pression longue, agressive, sur la sonnette de l'interphone. Bastien et moi nous sommes regardés. Mon sang s'est transformé en glace. Ils ne connaissent pas cette adresse, ai-je chuchoté. N'est-ce pas? Bastien s'est levé et a regardé par l'œilleton de sa porte. Son corps s'est tendu. C'est ta sœur. Quoi?
J'ai bondi de ma chaise. Comment? Comment diable a-t-elle trouvé ton adresse? J'ai réalisé avec une horreur absolue que j'avais dû la mentionner dans une conversation il y a des mois. Ou pire, m'avait-elle suivi depuis le travail? L'idée m'a donné la nausée. N'ouvre pas, ai-je supplié. S'il te plaît, n'ouvre pas. Mais Amandine s'est mise à marteler la porte. Alix. Je sais que tu es là-dedans. Ouvre cette porte. Arrête de te cacher. Elle dérange les voisins, a dit Bastien, le visage fermé. Il a ouvert la porte. Il est grand, bien plus grand qu'elle, et il s'est mis en travers de l'entrée. Amandine. Tu n'es pas la bienvenue ici. Elle l'a à peine regardé. Elle a plongé son regard par-dessus son épaule pour me trouver, moi, debout dans le salon. Alors c'est ça? Tu te caches derrière ton nouveau copain? C'est pathétique. Qu'est-ce que tu veux, Amandine, ai-je crié, m'avançant, les mains serrées en poing. L'email n'a pas suffi? Tu veux venir finir le travail en personne? Elle n'a même pas eu la décence de nier. Elle a eu un petit sourire suffisant, un sourire qui m'a toujours rendue folle. Je t'ai rendu service. Tu es instable. Quelqu'un devait le leur dire. Tu détruis la famille pour un caprice. Un caprice? J'ai éclaté de rire, un rire sec et sans joie. Vous me volez, vous me saignez à blanc depuis 10 ans, vous me bannissez, et c'est moi qui fais un caprice? C'est toi qui es pathétique, Amandine. Tu as toujours été la favorite, celle qui avait tout, et pourtant tu es tellement jalouse que je puisse exister une seconde sans eux. Sa suffisance s'est brisée. J'avais touché un point sensible. Son visage s'est tordu de rage. Tu vas le regretter, Alix. Papa et maman ils sont dévastés. Tu vas les tuer. Tu entends? Tu auras leur mort sur la conscience. Sors d'ici, a dit Bastien, sa voix basse et menaçante. Ou quoi? Tu vas me frapper, a-t-elle craché. Non, ai-je dit, en retenant Bastien. Elle ne vaut pas la peine. Pars, Amandine. Maintenant. Sors de chez lui. Elle nous a jeté un regard plein de venin. Elle a rajusté son sac de marque sur son épaule. Vous deux, vous vous méritez bien. Deux ratés. Elle est partie en faisant claquer ses talons dans le couloir. Bastien a fermé la porte. Il a donné un coup de poing dans le mur, pas fort, mais plein d'une fureur contenue. Le silence dans l'appartement était lourd. Il s'est tourné vers moi. Il n'avait pas l'air en colère contre moi. Il avait l'air fatigué. Épuisé. Alix, a-t-il dit doucement, et mon cœur s'est serré. Je t'aime. Je te soutiendrai jusqu'au bout. Vraiment. Mais, c'est un niveau de folie que je ne comprends pas. C'est toxique. J'ai besoin de savoir que toi, tu n'es pas comme ça. J'ai besoin de savoir que ce chaos ne va pas devenir notre vie. Le doute dans sa voix. Ce doute, cette peur légitime dans ses yeux, m'a fait plus mal que toutes les insultes d'Amandine. Elle n'avait pas réussi à me faire virer, mais elle était en train de réussir. Elle empoisonnait ma seule relation saine. La seule chose bonne qui me restait. Ce ne sera pas notre vie, ai-je promis, ma voix tremblant. Je te le promets. Cette nuit-là, nous n'avons pas dormi. Nous étions sur nos ordinateurs, non pas pour regarder des films, mais pour chercher un nouvel appartement. Un endroit avec une adresse qu'il ne connaissait pas. Un endroit où l'on changerait les serrures. Nous étions en fuite. Le lendemain, nous étions en train d'emballer mes affaires les plus essentielles dans des cartons, prêts à les mettre dans un box de stockage temporaire. Nous avions trouvé un appartement, mais il ne serait pas libre avant 2 semaines. La tension était palpable. Chaque son dans le couloir me faisait sursauter. Mon téléphone a sonné. Un numéro que je ne reconnaissais pas, mais avec l'indicatif de la région. Je m'attendais au pire. J'ai décroché, mettant l'appel sur haut-parleur pour que Bastien puisse entendre. Alix? Mon estomac s'est noué. Je connaissais cette voix. C'était mon oncle Pierre, le frère de ma mère. Un homme que je voyais une fois par an à Noël, qui ne m'avait jamais appelé de sa vie. Oncle Pierre? Ça va? Sa voix était grave, pleine d'un reproche solennel. Non,
Alix. Ça ne va pas. Il y a eu un long silence, parfaitement calculé. Je suis à l'hôpital. Hôpital Édouard Herriot. C'est ton père. Le monde s'est arrêté. Les cartons. Bastien. L'appartement. Tout a disparu. Mon père. Une crise cardiaque. C'était la menace d'Amandine. Elle l'avait mise à exécution. Oh mon Dieu, j'ai murmuré, m'asseyant lourdement sur un carton. Qu'est-ce qui se passe? Il va bien? Est-ce qu'il... Il a eu une douleur terrible dans la poitrine ce matin, a dit Pierre, sa voix prenant une tournure dramatique. Une crise cardiaque. Les médecins disent que c'est le stress. Le stress que tu lui causes, Alix. La banque, tes menaces. Tu l'as poussé à bout. La culpabilité. Elle m'a frappé comme un poing en plein plexus. Une culpabilité si intense, si noire, qu'elle m'a coupé le souffle. J'avais fait ça. L'email à la banque. Ma réponse froide. Mon égoïsme. J'avais peut-être tué mon père. Est-ce qu'il va s'en sortir? J'ai bégayé, les larmes montant, brûlantes. On ne sait pas encore, a dit Pierre, sa voix dure comme de la pierre. Il est en soins intensifs. Ta mère est inconsolable. Elle a dit que tu lui avais fait des choses terribles. Que tu l'avais menacée. Alix, qu'est-ce que tu as fait? C'est ton père. Ton propre père. Je ne voulais pas, j'ai sangloté. J'arrive. Je suis en route. J'ai raccroché. J'étais paralysée. J'avais tué mon père. J'ai attrapé mon sac, prête à courir à l'hôpital, prête à m'agenouiller, à m'excuser, à tout annuler, à leur donner tout ce qu'ils voulaient, pourvu qu'ils vivent. Attends. Bastien a posé ses mains sur mes épaules. Son visage était pâle, mais ses yeux étaient vifs, méfiants. Respire, Alix. Donne-moi le nom de l'hôpital. Édouard Herriot. Pourquoi? Il faut y aller, Bastien. Reste ici. Ne bouge pas, laisse-moi vérifier quelque chose. Fais-moi confiance. Juste 5 minutes. Il a pris son téléphone et est allé sur le balcon, fermant la porte-fenêtre. Je l'entendais parler à voix basse, avec autorité. J'étais folle d'inquiétude, arpentant l'appartement, les mains tordues. 5 minutes. Ça semblait une éternité. Il est revenu. Son visage était impassible, mais ses yeux brûlaient d'une colère que je ne lui avais jamais vue. Tu n'iras nulle part, a-t-il dit calmement. Quoi? Bastien, c'est mon père. Il est en soins intensifs. J'ai appelé l'hôpital, a-t-il dit, sa voix précise. J'ai dû insister, dire que j'étais un parent proche, que je venais de loin. Il n'y a personne du nom de Gérard L. admis en cardiologie aujourd'hui. Ni en soins intensifs. Mais, peut-être qu'ils se sont trompés, peut-être qu'il est aux urgences. Attends, a-t-il dit, levant la main. J'ai ensuite appelé le service des urgences. Et là, oui, ils avaient une trace. Un homme de cet âge est venu ce matin. Mon cœur a bondi. Tu vois. Il est venu pour une hypertension aiguë et une crise d'angoisse, a continué Bastien, son regard ne quittant pas le mien. Il a été vu par un médecin. On lui a donné un léger calmant. Et il est reparti chez lui il y a 2 heures. J'ai mis du temps à comprendre. Hypertension. Crise d'angoisse. Reparti. Chez lui. Ce n'était pas une crise cardiaque. Ce n'était pas une question de vie ou de mort. C'était une pièce de théâtre. Une manipulation. Ils avaient utilisé la chose la plus terrifiante, la santé de mon père, comme une arme. Une arme pour me faire revenir en rampant, noyé sous la culpabilité. Le soulagement que j'aurais dû ressentir en sachant qu'il allait bien a été instantanément effacé, volatilisé par un dégoût si profond, si total, que j'ai eu la nausée. Ils avaient utilisé une ambulance comme accessoire de théâtre. Ils avaient fait de mon oncle leur complice dans ce mélodrame pathétique. J'ai pris mon téléphone. J'ai regardé le numéro de mon oncle Pierre. J'ai appuyé sur « bloquer ». À cet instant précis, j'ai su que c'était irréversible. Le père que j'avais connu, celui qui m'avait appris à faire du vélo,
était vraiment mort. Seul le manipulateur restait. Nous avons déménagé 2 jours plus tard. Nous avons trouvé un appartement magnifique dans le quartier de la Croix-Rousse. Un de ces vieux appartements lyonnais avec des plafonds hauts, des poutres apparentes, une vue imprenable sur la ville, et surtout, une adresse qu'il ne connaissait pas. Une porte blindée. Après l'échec monumental de la crise cardiaque, le silence de ma famille est devenu total. Plus d'appels. Plus de messages d'Amandine. Plus de menaces de ma mère. Mais la guerre n'était pas finie. Elle entrait simplement dans une nouvelle phase, la guérilla. Une guerre d'usure. C'est là que les « singes volants » sont entrés en scène. C'est un terme de psychologie que ma thérapeute m'apprendrait plus tard. Il désigne les gens qu'un manipulateur envoie pour faire son sale travail, pour vous harceler, vous culpabiliser et vous ramener dans le giron, tout en gardant les mains propres. D'abord, ce fut une vieille tante, la sœur de mon père, que je n'avais pas vue depuis au moins 5 ans. Un message sur Facebook. Je ne savais même pas qu'elle y était. Ma chérie, Alix. J'ai appris que tu avais de gros problèmes avec tes parents. J'ai eu ta mère au téléphone, elle est inconsolable. Elle pleurait. Ton père est si malade à cause de toi. La famille, c'est sacré, Alix. Tu devrais pardonner. Il t'aime tellement, tu sais. J'ai regardé le message. Il t'aime tellement. Tellement qu'ils m'avaient banni. Tellement qu'ils avaient essayé de me faire virer. J'ai cliqué sur « Restreindre », puis « Bloquer ». Ensuite, ce fut une amie d'enfance de ma mère. Une femme qui m'avait vu grandir. Un long message vocal sur WhatsApp. Alix, chérie, c'est Monique. J'ai eu Sylviane au téléphone. Oh là là, ma pauvre, elle est dans un état. Elle m'a dit que tu traversais une phase difficile, que tu étais très influencée par ton nouveau petit ami. Fais attention, Alix. Ne laisse personne se mettre entre toi et ta famille. Un homme, ça va, ça vient. Mais une famille, c'est pour la vie. J'ai écouté le message, médusé. Influencé par mon petit ami. Ils étaient en train de réécrire l'histoire. Ce n'était plus ma décision, c'était la faute de Bastien. J'ai bloqué Monique. Un cousin éloigné. Une ancienne voisine. La liste s'allongeait. Chacun venait avec sa propre version de « tu devrais avoir honte, ils ont fait tellement pour toi, la famille, c'était ce qu'il y a de plus important, tu es égoïste ». Chacun de ces messages était une petite piqûre, une tentative de m'injecter du venin de culpabilité à distance. C'était épuisant. Chaque notification me faisait sursauter. Bastien était témoin de tout, il voyait mon anxiété grimper. « Bloque-les tous, Alix, me disait-il. Sans répondre. Sans te justifier. Tu ne leur dois rien. Et c'est ce que j'ai fait. C'était dur. Une partie de moi voulait crier, se justifier, leur envoyer les preuves. Mais je savais que c'était inutile. Ils avaient choisi leur camp. Pendant ce temps, la vie, réelle, continuait. Les semaines passaient. Nous étions en automne. Et je savais que, dans leur maison, les lettres de la banque devaient s'accumuler. Les vraies. Celles avec des tampons officiels. La procédure que j'avais lancée suivait son cours. La banque exigeait qu'ils trouvent de nouveaux garants ou qu'ils refinancent 80 000 €. Et je savais, mieux que quiconque, qu'ils n'avaient ni l'un ni l'autre. Leurs amis étaient comme eux, et leur famille, eh bien, leur famille, c'était moi. Leur silence n'était pas de l'acceptation. C'était le silence de la panique financière. Ils étaient au pied du mur. J'apprenais à vivre avec cette nouvelle paix tendue. Bastien et moi commencions à décorer notre nouvel appartement. Nous avons acheté des plantes. Nous avons peint un mur en bleu canard. C'était normal. Et la normalité me semblait être un luxe incroyable, un luxe que je n'avais jamais connu. Je commençais à peine à respirer. Je commençais à penser que le pire était peut-être derrière moi. Mais le silence des manipulateurs n'est souvent que le calme avant la tempête finale. Et la prochaine étape de leur désespoir allait me le prouver de la façon la plus spectaculaire et la plus publique qui soit. Quelques semaines plus tard, un samedi matin, je faisais quelque chose de parfaitement banal. Je parcourais Le Bon Coin,
à la recherche d'une vieille commode pour notre entrée. Nous étions dans notre nouvelle routine, Bastien était parti chercher des croissants. Le soleil d'automne inondait le salon. C'était paisible. Par pure curiosité, une curiosité morbide peut-être, j'ai tapé le nom de la petite ville où mes parents habitaient, juste à l'extérieur de Lyon. J'ai filtré par ventes immobilières. Et je l'ai vu. Ma maison d'enfance. L'annonce était là. La photo principale était celle que j'avais prise moi-même il y a 2 ans, sous un ciel d'été bleu. Mais le titre était brutal. Vente urgente, maison de caractère. J'ai cliqué. Mon cœur battait la chamade. Et dans la description, rédigée à la hâte, il y avait les mots que je redoutais, risque de saisie immobilière. Négociation possible pour vente rapide. Ils allaient perdre la maison. Ma première réaction, je l'avoue, a été une vague de culpabilité si intense qu'elle m'a fait plier en deux. C'était de ma faute. C'était concret. Ce n'était plus des chiffres sur un relevé bancaire. C'était la maison. La maison où j'avais grandi. Les murs sur lesquels j'avais mesuré ma taille. Ma décision de retirer mon nom des prêts avait créé cet effet domino. J'avais détruit ma famille. J'ai cliqué sur les autres photos. L'agent immobilier avait fait de son mieux, mais les photos intérieures racontaient une autre histoire. L'intérieur était en désordre. La peinture s'écaillait dans l'entrée. Et puis, j'ai vu la cuisine. Je me suis souvenu. J'avais 23 ans. Je venais de recevoir ma première prime significative. 1500 €. Ma mère pleurait depuis des semaines parce que sa cuisine tombait en ruine. J'avais pris 1000 € de cette prime et je leur avais acheté de nouveaux placards chez Ikea. Je les avais montés moi-même avec mon père. Je me souviens de sa fierté ce jour-là. Tu nous sauves, Alix. Tu es notre ange gardien. Ces mêmes placards étaient sur la photo, maintenant graisseux, une porte pendant tristement sur ses gonds. J'ai fermé l'ordinateur portable, le souffle coupé. Est-ce que j'avais fait le bon choix? L'indépendance valait-elle la destruction de leur foyer? Cette nuit-là, comme s'il l'avait senti, comme s'il savait que j'avais vu, j'ai reçu un email. De ma mère. Ce n'était pas un message WhatsApp en majuscule. C'était une lettre. Une œuvre d'art de manipulation émotionnelle. Ma chérie, commençait-il. Je sais que nous avons eu des désaccords. Je sais que nous t'avons fait du mal. Ton père et moi sommes désolés. Mais je t'écris aujourd'hui non pas en tant que mère, mais en tant que femme désespérée. Elle continuait, parlant de la santé fragile de mon père. De l'humiliation de voir la maison qu'ils avaient bâtie vendue aux enchères. Elle parlait d'Amandine, qui était si stressée qu'elle en tombait malade, Amandine, qui vivait toujours chez eux à 32 ans, sans payer de loyer. Et puis, le coup de grâce. Nous n'avons pas besoin de grand-chose. L'avocat dit que si nous pouvons leur verser un acompte de 5000 € avant la fin du mois, nous pouvons arrêter la procédure de saisie et négocier un nouveau plan. 5000 €, Alix. C'est tout ce qui se dresse entre ta famille et la rue. Je ne te demande pas de nous pardonner. Je te demande de nous sauver. Une dernière chance. Ta maman qui t'aime. J'ai fixé le curseur clignotant. J'avais l'argent. Je venais de recevoir ma prime de fin d'année. Je pouvais le faire. Je pouvais arrêter l'hémorragie. Je pouvais être à nouveau leur ange gardien. Mes doigts se sont déplacés vers le bouton « Répondre ». La culpabilité me rongeait. Et puis, je me suis arrêtée. J'ai pensé à l'email d'Amandine à ma patronne. J'ai pensé à la crise cardiaque de mon père. J'ai pensé au cœur qu'Amandine avait mis sur mon bannissement. J'ai fermé l'email. J'ai ouvert un nouvel onglet dans mon navigateur. J'ai tapé Solidarité Femmes Lyon. C'est une association locale, un refuge qui vient en aide aux femmes victimes de violences conjugales et de manipulation financière. Des femmes qui fuient pour de vrai. J'ai cliqué sur le bouton « Faire un don ». J'ai donné 500 €. Ce n'était pas 5000 €, mais c'était ce que je pouvais donner. Je l'ai donné à des femmes qui essayaient vraiment de s'en sortir, pas à des gens qui essayaient de m'entraîner dans leur chute avec eux. En cliquant sur « Confirmer le don », j'ai senti un poids énorme, un poids que je portais depuis 10 ans, quitter mes épaules.
Ce n'était pas de la vengeance. C'était une forme de justice poétique. Je pensais que c'était la fin. Je pensais qu'ils n'avaient plus de cartes à jouer. J'avais tort. Ils avaient gardé le pire, le plus intime, le plus cruel, pour la fin. Une semaine s'est écoulée. Une semaine de silence absolu. Je savais que la date limite pour les 5000 € était passée. Je ne savais pas ce qui se passait avec la maison, et pour la première fois, je m'en fichais. J'avais fait mon don, j'avais fait mon choix. Et puis, un samedi après-midi. Bastien et moi venions de rentrer d'une promenade sur les quais. Nous étions en train de rire, de débattre de ce que nous allions manger ce soir. On a frappé à la porte. Ce n'était pas une sonnerie agressive comme celle d'Amandine. C'était un petit coup léger, 3 petits coups, presque timides. Bastien et moi avons échangé un regard. Mon cœur s'est emballé. Notre adresse. Personne ne la connaissait. Il s'est levé et a regardé dans l'œilleton. Son corps s'est raidi. Ce sont eux, a-t-il murmuré, sa voix soudainement grave. Tes parents. Mon sang s'est retiré de mon visage. Quoi? Non. Comment? Comment ont-ils? Avaient-ils engagé un détective? Avaient-ils suivi Bastien? L'idée m'a terrifiée. Ils avaient trouvé mon sanctuaire. N'ouvre pas, ai-je dit, ma voix tremblante. Appelle la police. Maintenant. Attends, a-t-il dit. Ils n'ont pas l'air menaçants. Ils ont l'air vaincus. C'est un piège, Bastien. Laisse-moi gérer, a-t-il dit. Il a ouvert la porte. Pas en grand. Juste ce qu'il fallait, en gardant son corps en travers de l'ouverture. Ils étaient là, sur notre paillasson. Et le mot de Bastien était juste. Ils avaient l'air vieux. Mon père, Gérard, avait maigri. Ses joues étaient creuses. Ma mère, Sylviane, ne portait pas son manteau chic. Elle portait un vieux gilet. Leur visage était gris de fatigue et de défaite. Ils ne ressemblaient pas aux monstres qui m'avaient harcelé. Ils ressemblaient à 2 personnes âgées tristes. Entre eux, ils tenaient une grande boîte en carton, usée par le temps. Alix, a dit ma mère, sa voix brisée, à peine un murmure. Nous ne restons pas. Nous vidons la maison. La vente est signée. Et nous avons trouvé, ça. Elle a poussé la boîte vers moi. Ce sont tes souvenirs. Tes affaires d'enfance. Nous pensions que tu voudrais les récupérer. Mon souffle s'est bloqué. Ce n'était pas une attaque. Ce n'était pas une menace. C'était une manipulation d'un niveau supérieur. Ce n'était plus des menaces. C'était du chantage émotionnel pur. Ma mère a dû voir mon hésitation, car elle a légèrement ouvert le rabat du carton. Et je l'ai vu. Juste en haut de la pile. L'oreille en velours usé, d'un bleu délavé, de Barnabé. Mon ours en peluche. L'ours que mon père m'avait offert quand j'avais 5 ans, après que j'avais pleuré pour lui dans un magasin pendant 1 heure. L'ours qui avait dormi dans mon lit jusqu'à mon adolescence. L'ours auquel j'avais raconté tous mes secrets. Ils n'étaient pas venus me rendre mes souvenirs. Ils étaient venus me prendre en otage avec mon propre passé. Les larmes me sont montées aux yeux. La petite fille en moi, celle qui aimait Barnabé plus que tout, celle qui aimait son père plus que tout, voulait ouvrir la porte, prendre la boîte, et serrer ses parents dans ses bras. Alix, a dit mon père, sa voix rauque. La maison est vendue. Nous allons louer un petit T2 à Villeurbanne. Nous avons fait des erreurs. Je sais que j'ai été dur. Mais la famille, c'est la famille. J'ai senti ma résolution s'effondrer. J'allais céder. J'allais les laisser revenir. J'allais redevenir le pilier. Et puis, j'ai senti la main de Bastien sur mon épaule. Une pression ferme, chaude. Un rappel du présent. Il s'est avancé, se plaçant légèrement devant moi. Il ne leur a pas crié dessus. Sa voix était calme, mais plus tranchante que l'acier. Monsieur, madame, a-t-il dit. Alix a été claire. Vous n'êtes pas les bienvenus ici. Jeune homme, c'est une affaire de famille, a commencé mon père, essayant de retrouver un peu de son ancienne autorité. Non, l'a coupé Bastien, sa voix s'élevant d'un cran.
C'est devenu mon affaire à la seconde où votre autre fille a envoyé un email diffamatoire à la direction d'Alix pour essayer de la faire renvoyer. Mes parents ont eu un hoquet de surprise. Ils ne s'attendaient pas à ce qu'ils sachent. C'est devenu mon affaire, a continué Bastien, quand vous avez simulé une crise cardiaque et l'avez accusée d'être une meurtrière. Et c'est devenu mon affaire quand vous vous êtes présenté à notre porte, sans y être invité, pour la manipuler avec de vieux jouets. Mes parents ont reculé, choqués par sa fermeté et sa connaissance des faits. Maintenant, a dit Bastien, s'il vous plaît, partez avant que je n'appelle la police. Et ne revenez pas. Ma mère m'a regardé une dernière fois, ses yeux pleins de larmes. Était-elle réelle? Je ne le savais même plus. Était-ce du chagrin pour moi, ou du chagrin pour elle-même? Nous laisserons la boîte, a-t-elle murmuré, la posant sur le paillasson. Ils se sont retournés et sont partis. Le son de leurs pas fatigués dans le couloir était la chose la plus triste que j'ai jamais entendue. Nous avons fermé la porte. Le silence était assourdissant. Cette boîte. Elle était là, de l'autre côté de la porte. Mon enfance. Barnabé. 29 ans de manipulation. J'ai regardé Bastien, les larmes coulant enfin sur mes joues. Mais je n'ai pas ouvert la porte. Je n'ai pas ramassé la boîte. Pas encore. La boîte est restée sur le paillasson toute la nuit. Je n'ai pas dormi. Je me suis assise sur le canapé du salon, enroulée dans une couverture, et j'ai fixé la porte. De l'autre côté de ce morceau de bois se trouvait mon passé. Barnabé. Mes bulletins scolaires. Mes premiers journaux intimes. Des photos. Tout ce qui faisait de moi ce que j'étais. C'était une torture psychologique. Si je la laissais dehors, j'étais un monstre sans cœur qui reniait son passé. Si je la prenais, j'ouvrais la porte à leur manipulation. C'était un test. Un piège parfait. Bastien s'est assis avec moi une grande partie de la nuit. Il n'a pas parlé, il n'a pas essayé de me conseiller. Il m'a juste tenu la main, me laissant livrer cette bataille seule, dans ma tête. Vers 3 heures du matin, il m'a dit, « Quoi que tu décides, Alix, c'est la bonne décision. Parce que c'est la tienne. » Au petit matin, le soleil a commencé à filtrer à travers les rideaux de notre appartement de la Croix-Rousse. La lumière dorée de Lyon illuminait la pièce. J'ai regardé cette nouvelle vie que nous construisions. Les plantes que nous avions achetées. Le mur bleu canard que nous avions peint ensemble. Puis j'ai regardé la porte. Je me suis levée. Mes jambes étaient lourdes. J'ai ouvert la porte. La boîte était là, un témoin silencieux. Elle était légèrement humide à cause de la rosée du matin. Je l'ai regardée. J'ai pensé à Barnabé. J'ai pensé à la petite fille qu'il avait serrée dans ses bras en pleurant à cause des disputes de ses parents. J'ai pensé à l'adolescente qui écrivait dans ses journaux intimes à quel point elle se sentait seule, à quel point elle avait l'impression de devoir être parfaite pour qu'on l'aime. J'ai pensé à l'email d'Amandine. À la fausse crise cardiaque. Au cœur sur le message de bannissement. J'ai attrapé la boîte. Elle était lourde. Plus lourde que son poids physique. Je ne l'ai pas ouverte. Je n'ai pas regardé à l'intérieur. Je ne pouvais pas. Si j'avais vu Barnabé, j'aurais craqué. Je l'ai porté, les bras tremblants, à travers le couloir de l'étage, jusqu'à la petite porte en métal de la trappe du vide-ordures de l'immeuble. J'ai soulevé le clapet en métal. L'odeur m'a frappé, mais je l'ai à peine remarqué. Mes mains tremblaient. J'ai soulevé la boîte. Et je l'ai lâchée. J'ai entendu le bruit sourd, puis une série de glissades et de chocs, alors qu'elle heurtait les parois de la chute sur plusieurs étages avant de s'écraser tout en bas. Et c'est là que j'ai pleuré. Je me suis effondrée contre le mur froid du couloir, et j'ai sangloté. J'ai pleuré comme je n'avais pas pleuré depuis mon enfance. Bastien m'a rejointe et m'a entourée de ses bras, me laissant m'effondrer contre lui. Je ne pleurais pas de tristesse pour avoir perdu mes souvenirs. Je pleurais de soulagement. Je pleurais parce que c'était fini. Je ne pleurais pas pour eux. Je pleurais pour la famille que j'aurais dû avoir, la famille que je méritais, et que je n'avais jamais eue. C'était un deuil. Le deuil final de l'espoir qu'il change un jour. Ce jour-là, cet après-midi-là, j'ai pris mon téléphone. J'ai cherché « Psychologue Lyon » et j'ai pris rendez-vous.
Commencer la thérapie a été la deuxième meilleure décision de ma vie, juste après avoir lâché cette boîte. J'avais besoin de comprendre. Pas de les comprendre eux. Mais de me comprendre moi. Pourquoi avais-je laissé faire ça pendant si longtemps? Pourquoi avais-je confondu être nécessaire et être aimé? Ma thérapeute, une femme brillante et douce nommée Docteur Martin, m'a écouté pendant des semaines. Elle m'a écouté parler de mon besoin d'être le pilier, de ma fierté d'être l'ange gardien, de la validation que je ressentais quand je les sauvais. Puis, lors de notre 4e séance, elle m'a dit quelque chose qui a fait voler en éclats ma perception de moi-même. Alix, m'a-t-elle dit doucement, vous ne décrivez pas de l'amour. Vous décrivez une transaction. Vous n'essayez pas de les sauver. Vous essayez d'acheter un amour qu'ils n'ont jamais été capables de vous vendre. Vous payez pour un rôle, pas pour une relation. Ces mots m'ont frappé en plein cœur. J'avais été leur employé, pas leur fille. Et le jour où j'ai démissionné, ils m'ont licencié. Cette révélation a tout changé. La colère s'est dissipée. Le chagrin s'est atténué. Il ne restait que de la clarté. J'ai arrêté d'essayer d'acheter de l'amour. J'ai commencé à l'accepter de la part de Bastien. J'ai commencé à me le donner à moi-même. Et la vie, pour la première fois, a commencé à changer. Lentement, mais sûrement, elle est devenue mienne. 6 mois ont passé. 6 mois de silence absolu. La maison de mon enfance a été vendue. Mes parents avaient déménagé dans leur T2 à Villeurbanne. Amandine, j'ai appris par la vie familiale, avait dû trouver son propre appartement, pour la première fois de sa vie, un vrai travail. La vie est devenue calme. C'est un sentiment tellement étrange, le calme, quand on a grandi dans le chaos perpétuel d'une famille narcissique. Au début, c'est profondément inconfortable. C'est trop silencieux. On attend la prochaine crise, le prochain drame. On tend l'oreille, attendant que l'autre chaussure tombe. Mais la crise n'est jamais venue. Libéré du stress financier et émotionnel constant qui me rongeait depuis 10 ans, mon esprit au travail est devenu plus vif, plus clair, plus concentré. J'avais de l'énergie. Je n'étais plus épuisé en arrivant le matin. Madame Renaud, ma responsable, l'a remarqué. Le doute qu'Amandine avait semé s'est évaporé face à la constance de mon travail. Elle a cessé de me regarder avec inquiétude et a recommencé à me regarder avec respect. Puis, un jour de printemps, elle m'a convoqué. Alix, le poste de lead analyst va s'ouvrir. Je veux que vous postuliez. En fait, je veux que vous l'ayez. C'était un poste que j'avais visé en secret pendant des années, mais que je n'avais jamais osé demander. J'avais toujours eu peur. Peur que la responsabilité supplémentaire n'entre en conflit avec mes obligations familiales. Peur qu'une crise n'éclate et que je doive tout laisser tomber. Cette peur n'existait plus. J'en serais honorée, ai-je dit. J'ai eu la promotion. Une augmentation de salaire significative. Une nouvelle équipe à gérer. Ma propre équipe. Bastien et moi avons célébré. Nous sommes allés dans un bouchon lyonnais traditionnel, un de ces restaurants chaleureux où l'on mange trop et où l'on rit trop fort. Nous avons bu une bouteille de côte rôtie. Et j'ai ri. Un vrai rire. Un rire qui vient du ventre, qui fait mal aux côtes. Je ne savais même plus que j'étais capable de produire ce son. J'ai réalisé que je n'avais pas ri comme ça depuis, je ne sais même plus. Peut-être depuis l'enfance. Ce soir-là, en rentrant, main dans la main avec Bastien, je me sentais légère. Je me sentais entière. Mon téléphone a vibré dans ma poche. Une vague d'anxiété m'a traversé un réflexe. J'ai sorti le téléphone. Un message d'un numéro inconnu. J'ai failli l'ignorer. J'ai failli le bloquer, comme j'avais appris à le faire. Mais la curiosité, ou peut-être un sentiment de force nouvelle, m'a poussé à l'ouvrir. Le message était court. Très court. Nous avons vu ta promotion sur le site de l'entreprise. Félicitations. Nous sommes heureux que tu ailles bien. Pas de nom. Pas de numéro. Mais je savais. C'était eux. Ils m'observaient. De loin. Ils regardaient le site web de mon entreprise. Ils me stalkaient. C'était le test final.
L'ancienne Alix, l'Alix d'il y a 6 mois, aurait vu cela comme une ouverture. Elle aurait pleuré de soulagement. Elle aurait répondu, « Merci. Comment allez-vous? On peut peut-être se voir ?» Elle aurait espéré que ce soit le début de la réconciliation. L'ancienne Alix y aurait vu une branche d'olivier. Mais la nouvelle Alix, celle qui avait lâché Barnabé dans le vide-ordure, celle qui avait parlé au docteur Martin chaque semaine, celle qui venait de rire aux éclats dans un restaurant, elle y a vu ce que c'était réellement. Ce n'était pas une branche d'olivier. C'était un « hoover ». Une tentative d'aspiration. Une façon de tester l'eau. Une façon de vérifier si la porte était toujours entr'ouverte, maintenant que j'avais du succès et encore plus d'argent. Ils ne s'excusaient pas. Ils ne prenaient pas leurs responsabilités pour l'email, pour la fausse crise cardiaque, pour le bannissement. Ils disaient juste, nous te voyons réussir, et nous aimerions bien en profiter un peu. Je n'ai pas ressenti de colère. Je n'ai pas ressenti de tristesse. Je n'ai pas ressenti de joie. Je n'ai rien ressenti du tout. C'était juste, du bruit. Des mots sur un écran. J'ai souri. Un vrai sourire, juste pour moi. J'ai effacé le message. Et j'ai bloqué le numéro. Leur dernier hameçon flottait dans l'eau, et je n'avais même plus envie de mordre. Ce n'était pas une victoire bruyante. Il n'y avait pas de feu d'artifice. Il n'y avait pas de vengeance. C'était la paix. Aujourd'hui, j'ai 30 ans. Hier soir, c'était mon anniversaire. Bastien a organisé un dîner sur notre balcon. Notre balcon, dans notre appartement de la Croix-Rousse, celui que nous avons choisi ensemble. Il n'y avait pas de gâteau de luxe, juste une bouteille de Saint-Joseph et des plats que nous avions cuisinés tous les deux, en riant, en dansant un peu dans la cuisine. En contrebas, les lumières de Lyon scintillaient. C'est une vue dont je ne me lasserai jamais. Je pouvais voir la basilique de Fourvière, illuminée comme un bijou sur sa colline, veillant sur la ville. Nous avons parlé de notre avenir. D'un voyage en Italie que nous prévoyons enfin. D'adopter un chat du refuge local. Des choses simples. Des choses réelles. Puis, doucement, alors que nous sirotions notre vin, Bastien m'a pris la main. Tu penses encore à eux? Je n'ai pas eu besoin de lui demander de qui il parlait. Parfois, ai-je admis. Pas souvent. Plus avec colère ou tristesse. Juste, avec distance. Comme si je regardais un vieux film dont je ne suis plus le personnage principal. Si tu les revoyais, a-t-il demandé, curieux, juste là, maintenant. S'ils frappaient à la porte. Qu'est-ce que tu leur dirais? J'ai réfléchi. J'ai regardé la ville qui avait été le témoin de ma chute, de ma fuite, et de ma reconstruction. L'ancienne Alix aurait préparé un discours vengeur. Elle leur aurait listé, point par point, tout le mal qu'ils lui avaient fait. Elle aurait voulu qu'ils admettent leur tort, qu'ils s'excusent. Mais je ne suis plus cette personne. Je crois, ai-je dit lentement, en le regardant, que je leur dirai merci. Il a froncé les sourcils, surpris. Merci, ai-je continué, un sourire se dessinant sur mon visage. Merci de m'avoir poussé à bout. Merci de m'avoir montré, de la manière la plus brutale qui soit, que je ne pourrais jamais gagner leur amour, parce qu'ils n'étaient pas à vendre. Merci de m'avoir montré à quel point j'étais forte, en me forçant à l'être. Merci de m'avoir libérée, même si c'était avec une cruauté inimaginable. Sans cet email, Alix, ai-je dit, sans ce cœur d'Amandine, je serais encore leur pilier. Je serais encore leur ange gardien. Je serais encore leur otage. Je serais encore en train de payer leurs factures, malheureuse, anxieuse, et seule. Merci de m'avoir forcé à me choisir. Parce que je ne l'aurais jamais fait de moi-même. Ma famille m'appelait, leur col. C'est ce que mon père disait toujours lors des dîners de famille. Alix, c'est notre col. Tu nous maintiens tous ensemble. Ce qu'il n'avait pas compris, c'est que la colle, lorsqu'elle est étirée trop longtemps, sur une surface trop grande, pour maintenir ensemble des morceaux qui ne sont pas faits pour aller ensemble, elle finit par sécher. Elle craque. Et elle se brise. Et parfois, c'est cette rupture qui vous rend enfin libre. Aujourd'hui, ma vie est mienne. Mon argent est à moi. Ma paix est à moi. Mon amour est donné librement, et reçu de la même manière, pas comme un paiement pour service rendu.
La musique de fin, douce et inspirante, commence à monter. Si mon histoire résonne en vous, si vous avez déjà eu l'impression d'être la colle de quelqu'un, si vous avez dû soutenir le poids des erreurs, des dettes ou du narcissisme des autres, sachez que vous n'êtes pas seul. Votre paix vaut plus que tout. Votre avenir vaut plus que leur passé. Partagez vos propres expériences dans les commentaires ci-dessous. Racontons nos histoires, partageons notre force, soutenons-nous les uns les autres. Vous n'êtes pas seul. N'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous a touché, si vous vous êtes reconnu dans cette quête de liberté. Et de vous abonner pour plus d'histoires sur la façon de surmonter les épreuves les plus sombres et de reconstruire sa vie. Et souvenez-vous de ceci, parfois, l'acte d'amour-propre le plus puissant, le plus courageux, est d'avoir le courage de partir. Choisissez-vous. Toujours.